voilà. Et ensuite, je vais mettre en mode, voilà. Parfait, Hélène, je vous passe la parole pour la petite intro de bienvenue. Ben, merci. Donc je me présente, je suis Hélène Kenervé, je suis la directrice action sociale d'Aesio Mutuelle et voilà, l'idée c'est, de partager, dans ce cycle de webinaires, des informations, des contacts, concernant effectivement l'accompagnement des enfants, qui, rencontrent des troubles 10. Et on a commencé effectivement par, voir ce qu'étaient les troubles 10, puis on s'est intéressé à leur dépistage. Et dans cette troisième session, nous allons aborder comment on peut accompagner ces personnes. Alors, essentiellement, on parle des enfants, mais on sait bien aussi que voilà, les adultes aussi sont concernés. Et dans ce module, donc, on va pouvoir aborder le rôle et l'accompagnement des professionnels de santé, puisque c'est quand même les personnes qui, en priorité, accompagnent les familles, mais aussi tout le volet des aides pédagogiques, l'aide humaine qui peut aussi exister pour accompagner les personnes, le matériel pédagogique adapté, ce qui est essentiel notamment pour les enfants, et voilà, tout ce qui peut, au fur et à mesure du développement et du parcours de vie, venir en accompagnement, notamment le permis de conduire, quels aménagements et le soutien aux familles. Donc ça, c'est en dernier point, qui est à la fois associatif, où là, on le voit, vous avez les représentants, donc Nathalie pour la FF10, Atout 10. On a des experts dans ces associations qui sont disposés et qui accueillent justement les familles pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les orienter, et permettre justement de mieux être en phase avec ces troubles et de pouvoir voilà, avoir un soutien, ce qui est essentiel. Et puis les aides qui peuvent être aussi financières, parce que on le sait bien, voilà, c'est l'accompagnement de ces troubles, ça apporte aussi une charge financière pour les familles, au-delà de la charge mentale, au-delà d'un certain nombre de sujets, mais c'est aussi une charge financière. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'aborder ces volets-là, de vous apporter un éclairage par le biais des experts qui sont avec nous, notamment Nicole, et donc de pouvoir, du coup, à l'issue, que vous ayez des pistes, des éléments qui puissent voilà, vous servir. Mais je le redirai sans doute jamais assez. L'idée, c'est derrière chacun de ces webinaires, tout ce qu'on voit ensemble, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations, puisque c'est là où vous trouverez aussi l'expertise, c'est là où vous trouverez l'écoute et l'accompagnement qui permet aussi de vous orienter et de vous être utile au quotidien. Donc bonne séance. Merci Hélène. Alors juste, Hélène, est-ce que tu pourrais mettre dans le chat le lien vers où trouver les 2 derniers webinaires et puis finalement ce troisième, il se trouvera à peu près au même endroit, je suppose, puisqu'il y a une dame qui doit partir. Oui, je vais, j'étais en train de me reconnecter au site, je vais mettre le lien. Sachez que voilà, sur la vidéo du webinaire, sur le côté, en fait, vous avez un petit onglet qui vous permet d'accéder aux 2 premiers webinaires sans problème, et le troisième se situera au même endroit. Donc, je vous envoie le lien tout de suite. Merci beaucoup. Donc moi, je me présente Nathalie Gros, la présidente de la Fédération des 10, et je suis accompagnée pour ce soir, pour ce troisième soir, de troisième webinaire, de Nicole Philibert, la présidente d'Atout 10, qui se situe à Lyon. Donc, on va passer aux choses, on a un programme assez, on va dire, complet. Donc, on va parler et attaquer directement sur le rôle et les actions des professionnels de santé qui sont dans la continuité de ce qu'on a vu dans les 2 premiers webinaires et en complément. Et ensuite, on attaquera sur comment on les accompagne dans la vraie vie, à l'école, pour le permis de conduire, et comment les soutiens financiers peuvent être vus, et surtout les soutiens associatifs. Je vais passer la parole à Nicole et lui donner la main sur le PowerPoint. À toi, Nicole. Alors attends, il faut que je puisse. Est-ce que j'ai la main là? Parce que. Oui, Oui. oui. Allez.
Donc, la première chose, nous allons parler du rôle et des actions des professionnels de santé et on attaque tout de suite. Donc, ce qu'il est important de voir et de se rappeler, de toujours garder en mémoire, c'est ça, les parents sont des acteurs à part entière. C'est-à-dire que très souvent, les gens vous disent oui, ça concerne l'éducation nationale, oui, ça concerne les rééducateurs, les professionnels de la santé. Mais les parents sont là. Pour ça, référez-vous aux recommandations de la Haute Autorité de Santé qui date de 2018. On vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de la HAS et ses recommandations parce que c'est écrit noir sur blanc. Et il ne faut pas se laisser déstabiliser. Les parents sont vraiment des acteurs à part entière pour le repérage des difficultés. C'est-à-dire chaque fois que vous vous inquiétez parce que il vous semble que votre enfant a du mal à acquérir quelque chose, il faut le dire et vous devez être pris au sérieux. Évidemment, ça peut être un retard qui va se combler, mais ça peut être aussi le signe d'un trouble. Donc, n'hésitez pas et appuyez-vous vraiment sur ces recommandations pour le repérage et aussi bien pour le parcours de santé, puisque dans les deux cas, la HAS le dit. Donc, on va revoir les professionnels de santé. Le premier professionnel de santé auquel vous avez affaire, c'est le médecin de première ligne. Donc, soit c'est le médecin généraliste, soit c'est le pédiatre qui suit votre enfant, ou le médecin de la protection maternelle et infantile, ou le médecin scolaire. Donc, lui va faire une demande de bilan. En fonction des difficultés que vous aurez affaire à un ou plusieurs professionnels. Donc, vous voyez ici que si c'est des difficultés qui correspondent aux capacités auditives, au langage oral, c'est bien entendu l'orthophoniste, il y a une petite astérix parce que les bilans et les soins sont pris en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale. Si vous avez des problèmes, si vous remarquez des problèmes dans les stratégies visuelles, dans l'équilibre oculomoteur, c'est l'orthoptiste. Là aussi, les soins sont remboursés par la sécurité sociale sur prescription médicale. Si ce sont des problèmes de motricité, de tonus, ça, c'est le psychomotricien. Là, les soins ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Si c'est l'évaluation de la motricité fine, de l'autonomie, c'est l'ergothérapeute. Là non plus, les soins pas remboursés par la sécurité sociale. Si c'est un bilan psychométrique, un QI, un examen psychologique, c'est le psychologue. Alors faites attention, tous les professionnels de santé doivent suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il est important de vous en assurer. Si c'est un bilan psychométrique, le QI aussi, ça va être le neuropsychologue. Et puis, s'il y a une suspicion de troubles déficitaires de l'attention, de difficultés de comportement, eh bien, c'est soit le neurologue, soit le neuropédiatre ou le pédopsychiatre. Là encore, ce sont des professionnels qui doivent suivre les recommandations de la HAS pour tout ce qui est trouble 10. S'ils ne suivent pas les recommandations de la HAS, il faut changer de professionnel. C'est important pour le bien-être de votre enfant et pour que vous puissiez être entendu correctement dans votre questionnement. Voilà. Donc, les bilans. Tous les professionnels doivent faire des bilans à l'aide de tests chiffrés et normés. Si les bilans sont des explications très vagues, sans chiffres, sans tests qui sont chiffrés et normés, le bilan ne tient pas la route. Et si un bilan ne tient pas la route, que vous montrez votre dossier auprès de la maison de la personne handicapée. Donc, tous les bilans doivent pointer les compétences et les limitations qui sont dues aux troubles dans tous les domaines de la vie et pas uniquement dans le domaine scolaire. Parce que si on fait un bilan qui pointe que les problèmes scolaires, vous risquez d'avoir un dossier qui sera refusé par la MDPH, enfin par la MDPH, et en disant que c'est des aménagements du ressort de l'éducation nationale. Donc, il faut bien que les bilans pointent tous les aspects de la vie. Mais ils doivent aussi pointer les points forts de l'enfant sur lesquels on va s'appuyer pour faire des rééducations, sur lesquels on va s'appuyer pour faire des aménagements scolaires et pour aider l'enfant aussi à prendre conscience de ses capacités.
Ces bilans doivent être expliqués et transmis aux parents très rapidement, hein. N'hésitez pas à relancer les professionnels s'ils ne vous transmettent pas les bilans, parce que c'est quelque chose qui est indispensable si on veut avoir des aménagements, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient professionnels. En outre, on l'a mis en rouge, gardez les originaux impérativement. Ne fournissez que des photocopies des bilans, parce que les bilans dans les dossiers peuvent se perdre. Si vous avez donné un original, ça va être la croix et la bannière pour vous de retrouver, de re-questionner le professionnel, etc. Donc, gardez les originaux, donnez des photocopies. Voilà. Donc, le parcours de soins, eh bien, je crois que c'est Nathalie qui va reprendre la parole pour vous en parler. Le temps qu'elle reprenne la main sur le diaporama. Alors justement, c'est un triangle qui est connu, qui est un peu complexe comme ça, peut-être à première abord, et qui découle des préconisations de la Haute Autorité de Santé. Il a toute son importance parce qu'il commence tout en haut, il faut le lire de haut vers le bas. Et donc là, on voit bien que l'intensité et la durabilité des troubles, c'est-à-dire s'ils persistent au bout de 3 à 6 mois, alors qu'il y a eu de la pédagogie différenciée, des adaptations pédagogiques, il faut commencer par se dire il y a un problème. Et donc ce problème, ça part par le repérage, le dépistage, et il peut être simple le problème, en imaginant que c'est qu'une dyslexie, mais c'est pas simple. Souvent les situations sont très rapidement complexes, notamment pour la dyspraxie, qui passe directement sur un besoin de poser un diagnostic à plusieurs niveaux, avec plusieurs professionnels, ça s'appelle l'équipe pluridisciplinaire. Donc la situation simple, c'est le médecin de famille et un seul un rééducateur, en gros, hein. Et puis la situation très complexe, c'est la plus communément appelée les centres de référence. Il y en a un par les anciennes régions, hein, on en trouve dans les CHU, donc Lyon, Toulouse, Marseille, Paris, il y en a 2, 3. Donc Lille, bien évidemment, Nantes, etc. Donc là, c'est les situations inextricables où la pose du diagnostic est très difficile et il y a peut-être autre chose. Et là, c'est finalement quelque chose qu'il faut explorer et c'est très important. Donc là, mon point d'attention, c'est de vous dire que l'école a une action tout le long, dès le début, et que l'appel ou le besoin de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, c'est si au besoin, quand on a besoin d'adaptation, d'accompagnement, d'aide humaine, etc. Et on va voir ça plus en profondeur. Donc l'école, c'est important, c'est indissociable dans le parcours de santé. Tout ça pour vous dire qu'en 2022 apparaît les PCO, les fameuses plateformes de coordination d'orientation. Un livret de repérage a été mis on va dire en pilote dans certains départements pour justement que 3 acteurs, la famille, les enseignants et les médecins remplissent des feuillets pour orienter vers une plateforme qui permet de prendre en charge à 100% le psychologue, le neuropsychologue dans la pose du diagnostic et une année de prise en charge, l'ergothérapeute et le psychomotricien. C'est comme le disait Nicole, sans ces bilans, vous ne pouvez pas monter les dossiers de manière qualitative et donc accéder au sacro-saint aide de l'AESH par exemple. Donc ces bilans pris en charge à 100% par conventionnement de ces plateformes avec les professionnels de santé. Alors, ça me permet de vous dire que ceux qui habitent en Occitanie, vous avez une plateforme qui s'appelle Occitadis. Sur Toulouse, ça s'appelle Éventail 31, par exemple. Sur Tarbes, Albi, c'est les hôpitaux qui ont pris en charge, c'est des plateformes. Mais la différence entre la plateforme des PCO que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'arrête à 12 ans, elle va entre 6 et 15 ans. Elle est vraiment pour les 10 et tous les troubles associés, bien évidemment. Donc, pour les cas les plus simples, vous avez un bilan dans les 4 mois et 30 séances de rééducation renouvelable.
Et pour les cas les plus complexes, c'est les fameux médecins de second recours qui nécessitent une équipe pluridisciplinaire, vraiment la pose d'un diagnostic par un professionnel un peu plus aguerri, si on veut. Là, vous avez donc du coup 35 séances de rééducation, plus 10 séances d'intervention psychologique, puisque et des groupes Barclay, parce que tout simplement, c'est un peu plus complexe et parce que ça demande, la sévérité du trouble demande justement une prise en charge pluridisciplinaire. Donc là, c'est pour l'Occitanie et nous espérons et bien évidemment que ce dispositif soit généralisé à l'ensemble de la France pour les 6-15 ans. Alors, les acteurs du milieu scolaire, on les connaît tous, c'est juste pour vous les rappeler et c'est quand même une ressource. Certains sont formés et donc ça peut aider au repérage dans le milieu scolaire. Alors, l'équipe pédagogique, c'est les enseignants, on va dire, avec le directeur de l'école, qui se réunissent et qui proposent des fois des premières interventions pédagogiques. Et ensuite, vous entendrez parler de l'équipe éducative, où là, ça va au-delà, c'est-à-dire l'orthophoniste peut participer à cette équipe éducative pour notamment envisager un PAP, entre autres, mais en tout cas, ça ne se réduit pas qu'aux enseignants. Ça va au-delà de l'éducation, même avec les professionnels de santé. Vous avez les psychologues scolaires, les enseignants spécialisés. Alors là, on parle des RASED, mais vous savez qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et puis ensuite, le personnel de santé, les infirmières et évidemment, le médecin scolaire. En tout état de cause, les difficultés, pas de pas la enfin, dans la majorité des cas, il y a les aménagements simples que tout le monde peut avoir accès très rapidement, qui est la reformulation des consignes, la photocopie ou l'envoi par messagerie aux parents des cours, l'adaptation de la taille de la police, l'utilisation d'une clé ou la messagerie, comme je vous disais tout à l'heure, l'installation adaptée dans la classe, pas au fond, moins de devoirs. Donc tout ça, c'est à la portée de la majorité de l'équipe éducative, sans finalement, c'est déjà dans le cartable, comme on dit. Et ensuite, il faut savoir que, pour certaines personnes, il y a besoin d'intervention de professionnels extérieurs comme un ergothérapeute sur le temps scolaire et là, il faut un PAP, un plan d'accompagnement personnel ou un projet personnalisé de scolarité, PPS, qui découle de la MDPH. Et ça, c'est quelque chose de très important. On sait qu'il y a des ergothérapeutes qui ont des petits soucis pour entrer dans l'école, mais pas partout. Alors, on va rentrer dans le dur, dans les aides pédagogiques. Alors souvent on dit: «Oui, adaptation, aide, qu'est-ce que c'est?» Et là, la Haute Autorité de Santé le dit dans son rapport, hein. En fait, les 10, c'est à l'école que ça se traduit la majorité des cas, les difficultés, pas que, puisque ça peut être au loisir pour les dyspraxiques, hein, pas que. Les adaptations, en gros, elles sont toujours nécessaires. Il n'y a pas un trouble 10 qui n'a pas besoin d'adaptation pédagogique. Tous, on proposer une pédagogie adaptée, en s'appuyant sur ses capacités tout en connaissant ses limites par rapport, et avec le trouble cognitif spécifique, hein, donc c'est vraiment adapté. Et puis, la 2e chose qui est vraiment que les enseignants ont compris, hein, c'est la double tâche, c'est-à-dire que quand on demande à un dyspraxique ou à un dyslexique qui a des problèmes pour écrire, de prendre des notes, lui demander de prendre des notes, ça l'empêche de pouvoir apprendre finalement à écouter et apprendre pendant le cours. Donc, à éviter des situations de double tâche, c'est-à-dire de faire appel à des tâches cognitives qui ne sont pas automatisées, écrire, lire, et apprendre en même temps. Tout ça fait qu'on va droit à l'échec. Donc il y a des ressources non exhaustives, l'INSHEA et le cartable fantastique que tout le monde connaît, à force de le répéter peut-être, mais en tout cas, il y a des ressources sur ce domaine des adaptations pédagogiques. Alors, le matériel pédagogique, donc c'est un vaste, sujet. Je n'ai pas fait un catalogue parce que tout simplement, il y en a beaucoup et que c'est à la carte.
C'est pas tout le monde a besoin d'un iPad, par exemple. Non, il y a les professionnels qui doivent vous accompagner. Donc, vous avez du matériel pédagogique qui vous permet d'accéder à la lecture, des outils de lecture par synthèse vocale, lecture automatique de documents et transformation des textes en MP3. Donc, par exemple, le site de la FF10, vous avez des retours audio pour ceux qui ont des difficultés à lire. L'accès à l'écrit, la dictée vocale, il suffit de parler, ça s'écrit, ou pour suppléer l'écriture manuscrite, notamment pour la dyspraxie qui est difficile, la dysgraphie, donc la frappe sur clavier, le scanner, enfin, en vrai, la création de fichiers numériques, bien évidemment, et l'orthographe, le fameux correcteur orthographique et grammatical. Il y en a. Et vous savez, le correcteur Word est inefficace pour les dysorthographiques. Ensuite, pour tout ce qui est géométrie, vous avez le fameux GeoGebra. Et évidemment, je vous redonne le nom du Cartan Fantastic pour l'organisation et poser, par exemple, les maths, les divisions et les additions. Alors, qui fait quoi? Pardon, je tousse. Sur les préconisations, vous avez l'ergothérapeute, les orthophonistes qui peuvent avoir une idée puisqu'ils accompagnent les personnes et savent exactement quel est l'outil qui serait adéquat. Il y a également l'enseignant qui peut avoir une opinion dans le VGVA School, il peut l'exprimer, et aussi à la demande de la famille. Le matériel est soit attribué par l'Éducation nationale sur notification de la maison départementale des personnes handicapées, c'est un prêt, mais il peut également être financé et acquis par la famille dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé. En clair, si vous ne voulez pas attendre la notification d'un MDPH, choisir votre matériel, l'acheter, vous pouvez et l'utiliser à domicile. Dans le cas du prêt, bien évidemment, vous pouvez utiliser le matériel à domicile à la maison. Donc du coup, vous avez un exemple de fonction logicielle, le correcteur orthographique, la dictée vocale, la synthèse vocale, donc que je répète, que je vous ai déjà dit. Et ensuite, ce qui est important, c'est l'articulation entre les professionnels, l'école, la maison, tout ça doit se coordonner bien et surtout le prescripteur, écouter les conseils des professionnels avant d'acheter un logiciel qui peut être complexe ou pas adapté aux troubles, et à la sévérité du trouble. Alors, je prends un exemple, par exemple, le fameux Dragon dont les dysphasiques n'arrivaient pas à s'approprier parce qu'il fallait répéter des textes et comme ils avaient des problèmes pour communiquer et puis prononcer les mots justes, ils n'arrivaient pas à adapter le logiciel. Maintenant, alors que je vous parle, il y a des logiciels qui s'adaptent très facilement et les dysphasiques qui ont un trouble de la communication arrivent à finalement écrire des SMS avec leur téléphone. C'est le premier, on va dire, adaptateur qu'on trouve tout le monde, que tout le monde a accès, c'est le téléphone avec le retour audio également. Alors les difficultés, parce que je ne veux pas vous croyez que tout ça est magique, c'est que tout matériel doit être adapté, je vous l'ai dit. Il peut être coûteux, il est malheureusement inégalement attribué sur le territoire et et puis, on a des difficultés, à le mettre en place au bon moment. Il y a un délai d'apprentissage au bon moment, c'est-à-dire est-ce que dès le CE1 pour le dyspraxique, il faut mettre l'ordinateur? C'est des questions que certains disent que c'est trop tôt, et il faut comprendre que quand on arrive au collège et qu'on n'a pas encore mis en place un ordinateur, le délai d'apprentissage va être assez important. Le temps de prendre des notes comme tout le monde, le temps d'acquérir le clavier, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc souvent, l'apprentissage se fait beaucoup à la maison avant d'être en réalité à l'école. Pour certains, c'est tellement lent en arrivant même au brevet des collèges que finalement, ils ne vont pas utiliser l'ordinateur au moment des examens parce qu'ils vont perdre trop de temps. Donc il faut vraiment un délai d'apprentissage qui ne se fait pas en 6 mois ou 1 an, il faut bien 2 années pour certains. Donc également un accompagnement dans la classe parce que c'est pas simple, tout le monde ne maîtrise pas tous les outils et c'est vrai que certains enseignants sont bien au point et d'autres un peu moins.
Et donc, tout ça fait que l'ergothérapeute rentre dans l'école pour aider, mais également l'AESH peut aider. Alors, vous trouverez de plein de ressources, sur ça qui ont été validées dans certaines académies de Toulouse, mais pas que, hein, également, dans le département du 21. Vous retrouverez, des références, vous retrouvez, sur l'INSHA également, des ressources, des présentations d'outils pour y voir plus clair si ça vous intéresse, et notamment lecture, écriture et mathématiques. Est-ce que c'est encore à moi, je pense, sur l'orientation pour les 10, Nicole? Oui? Oui, tu l'as fait. Ouais, je le fais, je vais le faire. Alors, dans l'accompagnement de la scolarité, il y a plusieurs, scolarités. Il y a, l'orientation en scolarité individuelle, ordinaire, on peut dire, accompagnée avec une AESH ou avec des matériels, pédagogiques adaptés. Donc le petit bonhomme qui dit: «Attention», c'est pas évident. La question de l'AESH individuelle mutualisée, le quota d'heures ou pas. Bon voilà, enfin s'il y a des choses, à améliorer, on sait que ça pose problème. Elles sont peut-être pas là au bon moment, comme on dit. La scolarisation dans un dispositif collectif qu'on appelle, ULIS, école, collège et lycée. Mais pour ça, il faut une orientation MDPH, également pour l'AESH. Puis il y a les orientations par défaut, un peu larges, des ULIS non spécialisées sur les 10, cognitifs au sens large, mais également des orientations ITEP, pour ceux qui connaissent, alors que ce n'est pas l'orientation favorite des 10, IME ou SECPA, qui ne sont pas forcément fléchés pour les 10 a priori. Et ensuite, il y a les déscolarisations. Moi, je les appelle les déscolarisations, mais c'est des établissements privés hors contrat, qui sont souvent coûteux, dont la MDPH ne prend pas forcément en charge et qui, permettent à des élèves, qui sont vraiment en rupture avec, la scolarisation de souffler. Malheureusement, ils sont peu nombreux et comme je vous dis, souvent coûteux. Alors Nicole, je vais te passer la parole pour faire un focus sur l'AESH qui est une des aides qui est le plus demandée aux primaires et pas mal de 10 y ont accès. Hem et donc, elle va nous parler de cette fameuse aide de cet accompagnement à l'école. À toi. Allez, c'est bon. Donc, les AESH, effectivement, c'est le nouveau nom de ce qu'on appelait avant les AVS, hein. C'est exactement la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les AESH sont uniquement sur notification de la MDPH, hein, donc par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, hein. Leur mission, c'est vraiment, elles ont 3 rôles. Soit c'est pour les actes de la vie quotidienne, donc les 10 ne sont pas forcément impactés par cet acte, sauf peut-être les dyspraxiques qui peuvent avoir des difficultés à faire certains actes de la vie quotidienne, par exemple pour déjeuner ou pour aller aux toilettes quand ils sont petits. Les 10 sont plutôt dans les accès aux activités d'apprentissage. Alors, les activités d'apprentissage, ce sont toutes les activités d'apprentissage, éducatives, culturelles, sportives. On peut avoir droit à une AESH dans le sport, parce que pour des dyspraxiques, effectivement, ça peut être compliqué. Activités artistiques ou professionnelles aussi, puisque les AESH accompagnent les élèves jusqu'au bac et même au bac plus 2 dans certains cas. Et ça, c'est possible puisqu'on reste dans le cadre de l'éducation nationale. Les activités de la vie sociale et professionnelle, les 10 ne sont pas beaucoup concernés par ces activités par l'AESH, hein. Toutes leurs missions sont inscrites dans le projet personnalisé de scolarisation. Malheureusement, très souvent, ce projet personnalisé de scolarisation va simplement marquer accès aux activités d'apprentissage, mais sans décliner de façon plus
plus forte le rôle de l'AESH. Donc, il est intéressant que le rôle de l'AESH soit bien précisé dans le GEVASCO pour pouvoir vous y référer par la suite. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont accompagner l'élève de partout, c'est-à-dire en classe, dans les stages, si besoin, dans les sorties et les voyages scolaires, parce que des enfants peuvent avoir besoin de leur AESH pendant les voyages scolaires. Et s'il y a un refus d'accompagnement pendant un voyage scolaire, il faut protester. Dans certains cas, quand c'est dans les actes de la vie quotidienne, ça peut être aussi pour la pause méridienne, si un enfant est dyspraxique, par exemple, qu'il a des besoins pour couper sa viande ou pour se servir à table ou quoi que ce soit parce qu'il est trop maladroit, ça va trop le pénaliser, l'AESH peut intervenir. Mais ça, il faut que ça soit marqué dans le projet personnalisé de scolarisation. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les AESH participent en tant que membres de l'équipe éducative, elles participent aux réunions de suivi, d'équipe de suivi de scolarisation. Il est important de savoir aussi que les parents sont membres de l'équipe éducative. Il y a une bonne différence à faire. L'équipe pédagogique, les parents ne sont pas membres. L'équipe éducative, les parents sont membres. Donc, chaque fois qu'il y a une réunion de l'équipe éducative qui se fait, vous devez être averti. Si vous n'êtes pas averti, c'est peut-être parce que c'est une réunion de l'équipe pédagogique. À l'heure actuelle, avec les derniers textes de loi qui sont sortis, il y a un entretien avec la famille, avec l'enseignant qui est organisé avant le démarrage effectif de l'accompagnement de l'élève par une AESH. Ce n'est pas toujours le cas sur tous les établissements en France, mais vous pouvez le réclamer parce que c'est dans les textes de loi. Et vous devez vraiment vous appuyer sur les textes de loi, sur les recommandations de la HAS, sur le GEVASCO, sur les guides, pour faire entendre votre voix, parce que il y a beaucoup d'idées qui sont à faire évoluer, et les textes sont là pour vous aider. Donc, il y a plusieurs types d'aides. Il y a l'aide humaine individuelle, ce qu'on appelle les AESH-I. C'est pour les élèves qui requièrent une attention soutenue et continue. Et très souvent, cette aide peut être refusée pour les enfants 10. C'est pour ça que les bilans doivent être très explicites, que les cahiers, que le GEVASCO et les cahiers que vous pouvez montrer, quand vous constituez votre dossier MDPH, ça doit être exprimé de façon très claire si vous avez besoin d'une aide individuelle. Donc là, c'est le temps d'accompagnement qui va être exprimé par la CDAPH. Elle peut vous donner une aide individuelle pour 6 heures, pour 7 heures, pour 8 heures, pour 12 heures, des aides par semaine. Et ça, sur cette notification, il y aura aussi les activités pour lesquelles l'élève doit être accompagné. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent pour les 10. Très souvent, on a une aide mutualisée. Donc là, ce sont des élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Donc, l'AESH mutualisé accompagne plusieurs élèves en situation de handicap simultanément. Donc, la notification, elle précise toujours les principales activités, mais elle ne précise pas de quantité horaire, et c'est l'équipe pédagogique qui détermine quand cette aide est la plus pertinente. Mais vous voyez bien, c'est l'équipe pédagogique qui va le déterminer. Alors, c'est pour ça qu'il est intéressant pour vous de prendre contact soit avec le professeur de votre enfant en primaire, soit avec le professeur principal qu'il atteint le collège et s'il a une AESH-M, pour dire aussi votre point de vue qui doit être entendu, puisque vous êtes des acteurs à part entière. Et puis, le troisième cas d'accompagnement par une AESH, c'est l'accompagnement pour les élèves qui sont orientés dans les unités locales pour l'inclusion scolaire, les ULIS. Voilà. Donc, on en trouve dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées généraux et technologiques et dans les lycées professionnels. Donc là, c'est l'AESH qui est destinée à l'ULIS et qui va rester dans cette classe. Il faut savoir que vous pouvez avoir une AESH quand votre enfant est scolarisé en ULIS. Dans certaines matières, il peut avoir besoin d'une AESH mutualisée en classe. Et les deux sont compatibles. Là aussi, c'est des textes qui existent et il faut vous y référer. C'est pas parce qu'on est en ULIS qu'on n'a pas besoin d'AESH
quand on est en classe ordinaire. Dans certains cas, on peut en avoir besoin et ça doit être précisé sur le PPS. C'est important et il ne faut pas ignorer cette clause qui peut être très, très efficace pour aider un enfant parce que s'il se retrouve en milieu ordinaire sans aide et s'il n'y a pas des aménagements qui sont faits de façon suffisante, eh bien l'enfant peut être perdu quand il se retrouve en milieu ordinaire. Donc voici les principaux rôles des AESH. Il faut bien les garder à l'esprit. AESH individuel, une attention soutenue et continue avec un quota d'heures qui est attribué. Une AESH mutualisée, il n'y a pas de quota d'heures. Voilà. Je vais peut-être repasser la parole à Nathalie. Ah non, c'est encore moi. C'est encore moi pour vous expliquer les différences que vous pouvez avoir. Le PAI, c'est le projet d'accueil individualisé. C'est-à-dire que là, c'est pour qui? Pour les élèves qui ont des troubles de santé invalidants ou des maladies essentiellement. C'est-à-dire un enfant qui est diabétique, qui a besoin de médicaments, ou un enfant qui fait des allergies ou quoi que ce soit, qui a besoin de médicaments, eh bien, il va avoir un PAI. Et c'est le médecin scolaire ou le médecin de PMI qui va rédiger ce PAI. C'est rédigé toujours par un médecin. Le deuxième sorte de programme que vous pouvez avoir, c'est le programme personnalisé de réussite éducative qui date de la loi de 2005, mais du 23 avril, pas la loi du 11 février. Et là, on n'est pas dans la reconnaissance administrative du handicap. Et c'est pour un manque de maîtrise dans les connaissances et les compétences scolaires, qui est obligatoire en cas de redoublement. C'est-à-dire que dès que vous repérez des difficultés chez votre enfant, vous demandez tout de suite un PPRE. Vous ne vous posez pas de questions d'attendre des diagnostics ou quoi que ce soit. Vous allez voir l'enseignant, vous demandez un PPRE. C'est quelque chose qui se fait très vite et qui est mis en place par l'équipe pédagogique, mais vous pouvez solliciter l'équipe pédagogique pour cette mise en place de programmes pour aider votre enfant à avoir tout de suite des aménagements, même si les bilans ne sont pas faits. Le troisième élément d'accompagnement, c'est le PAP, c'est le projet d'accompagnement personnalisé qui date de 2013. Donc là, on n'est pas dans une reconnaissance administrative, mais ça concerne tous les élèves 10 qui ont besoin d'adaptation et d'aménagement pédagogique. Donc là, le diagnostic a été posé, mais vous n'avez pas monté le dossier MDPH, vous n'avez pas eu le temps ou quoi que ce soit, ou vous ne voulez pas qu'il y ait un dossier MDPH, vous demandez un PAP. Et là, les acteurs de ce projet, c'est l'équipe pédagogique, plus les parents et les professionnels. En clair, ça veut dire que c'est l'équipe éducative qui va mettre en place ce projet d'accompagnement personnalisé. Et puis, le dernier élément, c'est le projet personnalisé de scolarisation qui date de la loi de 2005, la loi sur le handicap, où là, on a la reconnaissance administrative du handicap, puisqu'on a monté un dossier auprès de la maison départementale de la personne handicapée, et on a donc une reconnaissance de champ du handicap administrative. Et les acteurs, c'est l'équipe de suivi de scolarisation qui va prendre en charge le bon déroulement de ce projet, qui va veiller à ce qu'il soit bien mis en œuvre. Alors, ce qui est important à voir, c'est que le PAI, qui est un projet par rapport à un trouble de santé ou une maladie, peut se conjuguer à un PPRE, il peut aussi se conjuguer à un PAP et il peut aussi se conjuguer à un PPS. Mais on ne peut pas avoir à la fois un PPRE, plus un PAP, plus un PPS. C'est soit l'un, soit l'autre. Et le PAP, s'il n'y a pas de médecin scolaire, le médecin qui suit l'enfant peut être à l'origine du PAP. Ça aussi, c'est dans les textes de loi. Il peut être initié par un autre médecin, parce qu'effectivement, théoriquement, le médecin scolaire valide le PAP. Mais quand il n'y en a pas, eh bien, on se bat pour qu'il soit validé par le médecin qui suit l'enfant. Voilà les points importants à savoir. Et je vais repasser la parole à Nathalie pour le permis de conduire. Ah, merci Nicole. Le permis de conduire, c'est effectivement
quelque chose qui nous a préoccupés dès 2010, parce que tout simplement, on s'apercevait que les 10 n'arrivaient pas à passer le code, c'était laborieux et les dyspraxiques, c'était encore plus laborieux pour eux, la conduite. Donc le coût était important pour certaines familles, puisque le nombre d'heures était important et puis surtout, on avait des jeunes qui enfin, abandonnaient tellement que c'était dur. Donc on a participé en 2010 au visionnage par des jeunes, avec la délégation, routière. Il y a eu des premières conventions à la délégation de la sécurité, routière, un DSCR, donc qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc là, vous avez compris qu'on avait une troisième difficulté. On passe du ministère de la Santé à l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, sans passer par le ministère de l'Enseignement supérieur. On a encore un ministère qui doit nous permettre d'avoir le permis, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc là, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec le ministère de l'Intérieur sur ce sujet-là et croyez-moi, c'est pas simple, puisque les réformes du code ont lieu et on n'arrive toujours pas à être consulté avant les nouvelles, enfin avant que les réformes arrivent, hein. Pour autant, on a obtenu un arrêté ministériel pour le code en 2014 pour, finalement avoir des épreuves où, on a un peu plus de temps et je vous dirai comment il faut faire. Donc en 2016, cette fameuse réforme du code, pour ceux qui l'ont eu la joie et la et l'honneur de la passer, en gros, il y a 1000 nouvelles questions, des nouvelles familles et puis il y a toute une partie de questions en vidéo qui, pour, les 10, c'est un peu moins, c'est plus proche de la pratique donc ils s'en sortent mieux. Par contre, il y a 10 questions sur 40 qui restent sur le conducteur, l'alcool, les médicaments, enfin bref, il faut interpréter des situations, qui sont pas simples, des connaissances théoriques qui ne parlent pas, avec des questions qui sont posées, avec plusieurs questions, réponses possibles. Il faut lire les enfin bon voilà. Donc tout ça, le code de la route est basé sur un principe. Est-ce que, la personne qui va conduire est capable d'analyser, d'anticiper et de prendre la bonne décision? Donc d'où l'intensité de bachoter, si on peut le dire, le code, mais qui est quand même une difficulté en soi. Alors ils ont toute une partie des règles de priorité, vous savez les co le, tout ce qui est, panneaux doivent être appris en même temps que la conduite. Donc double tâche pour certains. C'est-à-dire que vous apprenez, on vous questionne tout en étant concentré sur, la conduite, passer les vitesses, regarder dans le rétro, bon. Donc là, c'est assez difficile et donc ce que préconisent, les auto-écoles, puisque les membres de les associations qui sont Avenir Dysphasique, les dyslexiques APEDA et d'autres, forment les moniteurs d'auto-école. Il y a un stage d'ailleurs qui est, une formation qui est au catalogue, formation de la FF10, comment accueillir un stagiaire 10 en auto-école. En gros, en clair, ce qu'on préconise aux moniteurs, c'est de surtout, faire de la théorie du code de la route, certes, mais également faire la pratique en même temps pour que justement les diapos et les vidéos qui sont questionnées dans le code de la route parlent mieux, aux jeunes. Ce qu'il faut savoir qu'au moment de la pratique, de dire à l'inspecteur que vous êtes dyslexique, que vous avez du mal à lire les panneaux, c'est important parce que parfois il va vous donner en vous disant: «Prenez la direction, de Bordeaux», mais vous n'avez pas le temps de lire le panneau, donc vous partez dans la mauvaise direction parce que tout simplement vous n'arrivez pas à lire les panneaux. C'est une des caractéristiques des dyslexiques, malheureusement quand ils ne connaissent pas par cœur, la route, hein. Alors il y a une deuxième chose, c'est sur la dyspraxie. Il est clair qu'il ne faut pas se poser la question, c'est la boîte automatique. C'est beaucoup plus simple pour la synchronisation, des gestes, et surtout, c'est que quand vous allez passer le cap, vous savez de la conduite accompagnée qui est avant 18 ans, après 18 ans, vous avez la conduite supervisée qui permet justement de pouvoir, avec le code plus 20 heures de conduite, d'être, accompagné au niveau des adultes parce qu'il faut un peu plus de temps pour un dyspraxique, pour la conduite qui est vraiment un point noir pour eux. Pour les dysphasiques, troubles du langage oral
Et le trouble du langage écrit qui est la dyslexie, c'est le code qui est majoritairement difficile et ils sont un peu plus à l'aise sur la conduite. Alors, pour passer le code en ayant un peu plus de temps, le code, c'est l'épreuve de théorie générale, c'est ETG, hein, enfin, en gros, c'est le code. Il suffit une des 3 justificatifs, c'est soit avoir la RQTH si vous êtes majeur, ou être reconnu dans le champ du handicap, MDPH, ou avoir tout simplement la reconnaissance des aménagements aux épreuves au moment des examens, le papier qui vous dit que vous avez besoin d'un tiers-temps, etc. Ou un certificat médical de moins de 6 mois qui dit juste que vous avez un trouble, donc un médecin généraliste, voilà. Donc du coup, ça vous permet de passer à des séances qui permettent de prendre plus le temps. Le problème de ces séances qui sont organisées par les préfectures, malheureusement, elles sont espacées à 3 semaines, 1 mois, donc du coup, vous ne pouvez pas repasser rapidement si vous échouez. Mais bon, c'est une facilité qui a été obtenue donc en 2014 par la Fédération française des dys. En gros, avoir le permis, c'est égal avoir c'est avoir un boulot, surtout si vous travaillez en dehors d'une grande agglomération où il y a des transports en commun. Alors, nous passons au dernier point qui sont le soutien des familles, ce qui nous permet de vous dire qu'il y a l'ensemble des associations qui sont là pour vous accompagner, pour vous aiguiller sur les départements. Donc vous avez l'adresse ici, vous trouvez toutes les associations proches de chez vous, l'ensemble des associations de la fédération. C'est plus de 150 associations sur le territoire, c'est des familles majoritairement. Il faut savoir que la fédération, évidemment, est une porte-parole. Vous avez vu qu'au niveau des ministères, au niveau de la Haute Autorité de Santé, on essaye de faire avancer les choses et on siège un peu partout. Voilà. Et puis, on vous invite autour de... Ça vient de passer, certes, puisque la journée des 10 vient de passer, mais il y en a encore en région qui vont se passer la semaine prochaine sur Bordeaux, par exemple. C'est une rencontre, un anniversaire, si on peut dire, autour du 10 octobre, où c'est une rencontre des familles, des professionnels de santé, de l'éducation et de toutes les personnes qui sont actives au niveau des 10. Nicole, par rapport à l'aide, Oui, les aides financières, parce que effectivement, les bilans, les prises en charge, comme on a vu, il y en a certains qui sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ça chiffre très vite. Donc, si vous montez un dossier MDPH, comme on vous l'a dit, il faut bien présenter tous les bilans dans tous les moments de la vie qui vont porter et qui vont bien pointer les difficultés dans tous les moments de la vie. Et ça peut vous aider à bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEH, hein, où il faut avoir un taux qui est supérieur à 50% pour l'obtenir. C'est pour ça qu'il est vraiment important de pointer toutes les difficultés dans tous les moments de la vie. Si vous pointez que les difficultés scolaires, vous n'aurez jamais un taux supérieur à 50%. En outre, vous pouvez avoir des compléments possibles à l'AEH de base. L'AEH de base, quelque chose qui n'est pas très élevé tous les mois. Hein. Ces compléments sont possibles pour un taux qui est compris donc entre 50% et 80%. Il y a différentes conditions à remplir. Donc, soit vous êtes obligé d'embaucher une personne qui va s'occuper de votre enfant, soit vous pouvez avoir une réduction ou une cessation d'activité professionnelle, soit vous êtes obligé de faire des dépenses qui sont liées au handicap de l'enfant. Quand on parle de dépenses liées au handicap de l'enfant, eh bien, ça peut être des bilans d'ergo et de soins en ergothérapie, en psychomotricité ou par d'autres professionnels. Donc là, il faut bien montrer vos bilans et le coût que ça va que vous allez être obligé de payer tous les mois pour assurer cette prise en charge de votre enfant. Et si ça vous est refusé, n'hésitez pas à contester et à demander à être entendu par la Commission des droits et de l'autonomie en présentant tous les justificatifs. Il est impératif de garder vos justificatifs pour pouvoir
avoir ces compléments. Bon, si vous n'avez pas de taux supérieur à 50%, vous n'avez pas droit à l'AEH. Mais il y a certaines mutuelles qui prennent en charge une certaine quantité de rééducation pour un enfant. Donc, il faut questionner vos mutuelles. Une autre piste aussi, c'est les fonds d'action sociale ou de prestations extralégales ou d'aides non conventionnées. C'est des termes qui sont un petit peu différents, mais qui regroupent un petit peu la même idée. C'est soit par la CPAM, soit par la CAF. Le département ou la mairie, la CCAS de votre localité peut le faire aussi. Il y a aussi des comités d'entreprise et puis il y a d'autres mutuelles aussi qui le font aussi, qui ont des fonds d'action sociale qui peuvent venir s'ajouter à ça. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce sont des aides qui sont attribuées au cas par cas, qui sont en fonction des situations. Donc, c'est des dossiers à constituer et c'est des dossiers qui sont un petit peu complexes parce qu'on va vous demander tout un tas de pièces différentes, mais n'hésitez pas à les monter parce que effectivement, les soins coûtent cher. Et quelquefois, c'est difficile d'assumer ces soins. Et mettons le quiz. On va proposer un petit quiz de pause avant d'échanger, bien évidemment, et répondre à vos questions. Donc, je lance le quiz comme les fois dernières. N'hésitez pas et on va voir si vous avez tout suivi. C'est lancé. Nicole, tu le vois? Oui, c'est bon. C'est bon, n'hésitez pas à répondre. Allez-y. Il n'y a pas beaucoup de réponses, allez-y. Ça démarre fort. Donc, on a à peu près 90 personnes qui ont répondu. C'est déjà un bon chiffre et je vous remercie. Alors, à la première question, les plateformes de coordination et d'orientation, les fameux PCO, 0-6 ans, 7-12 ans, et puis je vous ai parlé également des 6-15 ans. Est-ce qu'elles permettent de prendre en charge des bilans, l'ergothérapeute, le psychomotricien, et des premières prises en charge à 100%, donc pas de reste à charge pour les familles, vrai ou faux? Donc vous êtes, le résultat est à peu près à 72%, vous avez répondu vrai. Donc ça veut dire qu'il y a 28%, 26 personnes sur 94 qui ont répondu faux. La bonne réponse, c'est que c'est vrai. C'est vraiment reste à charge à 0. Mais on pourra discuter avec les personnes qui ont répondu faux. Ce serait intéressant de voir si vous aviez des exceptions ou des problématiques, et notamment sur Paris, on sait qu'il se passe des choses sur les forfaits. Alors, la deuxième question, l'ordinateur peut être utilisé en classe avec ou sans PPS? C'est-à-dire, si je n'ai pas de PPS, est-ce que je peux utiliser l'ordinateur? Donc là, vous êtes partagés, 60% ont répondu vrai
et 40% ont dit non, c'est faux. Donc la bonne réponse c'était vrai, puisqu'en fait, vous pouvez utiliser l'ordinateur avec un PAP, donc il n'y a pas besoin d'avoir un PPS, une notification de la MDPH, pour avoir l'autorisation d'utiliser un ordinateur en classe. Ensuite, vous avez la troisième question qui est: les aménagements sont possibles pour passer le permis? Majoritairement, vous avez compris que oui, c'est 98%. C'est le fameux temps supplémentaire que vous pouvez réclamer. Donc là, majoritairement, vous avez tous bien compris la question. Donc je regarde si ça bouge, c'est à peu près ça, hein. C'est les résultats. Donc les trois questions, il fallait répondre vrai. Tout était vrai. Maintenant, on va passer, je vais éteindre le sondage, partager, voilà, arrêter le partage, voilà. Alors, juste pour vous dire que vous trouverez les documentations sur le site de la FF10 comme au dernier webinaire et que bientôt le replay de la dernière journée sera mis en ligne. Alors, les prochains, avant de passer aux questions, les prochains, il reste 2 webinaires, nous en étions au 3e. Le 29 novembre, le rôle de la MDPH, donc on rentrera un peu plus dans le dur des droits que vous pouvez demander et comment faire. Et le 13 décembre, on parlera des fameux aménagements aux examens, même si vous avez tous, peut-être certains d'entre vous, ont déjà demandé ces aménagements. C'est pour vous dire que vous avez des recours possibles. On va passer aux questions, Nicole, si tu veux bien. On y va. Ce qu'il faut faire attention sur la PCO, je vois une question là, de Maëva qui dit: j'avais appelé la PCO qui m'avait dit qu'il ne prenait pas en charge les bilans que j'ai fait faire. Effectivement, quand on fait faire des bilans, la PCO ne les prend pas en charge. La PCO, c'est déjà pas vous qui rentrez en contact avec la PCO, mais c'est votre médecin généraliste qui va interroger la PCO, et c'est la PCO qui va faire les bilans. La nuance est importante, c'est la PCO qui fait les bilans et c'est pour ça que vous n'avez rien à payer. Mais tous les bilans que vous avez faits, malheureusement, c'est de votre poche. Une autre question, vous aurez la réponse par rapport au RAPO, qui est le recours administratif préalable obligatoire. Ça va être quelque chose qui va être évoqué dans le prochain webinaire, puisqu'il sera question de la MDPH. Je vous expliquerai effectivement comment faire ces rapports et en quoi ça consiste exactement. Après, je remonte. Alors, le permis de conduire, Nathalie, oui, ça Alors là, concernait. il faut appeler les associations locales. Je sais qu'à Toulouse, il y a une auto-école. Par exemple, à Saint-Quentin, dans le 02, il y a une auto-école. À Laon, à Paris, il y en a. Il faut appeler les associations qui connaissent bien, celles qui sont très sensibilisées. Certaines le disent carrément sur leur site, comme quoi elles ont été formées et elles sont sensibilisées. Elles ont pris en charge, par exemple, des dyspraxiques. Et puis, ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours interroger l'auto-école pour savoir si elle a fait la formation de la FF10. Et si elle ne l'a pas fait, vous pouvez lui suggérer fortement de la faire. Ça, vous serez certaine que oui, les lignes bleues. Alors, désolé pour les lignes bleues, c'est Nicole qui cherchait un bouton, elle a écrit, et on a les lignes bleues. On est désolé pour Laurie du Québec. Les lignes bleues, c'est photonique et c'est resté jusqu'au bout. Hein. Je ne sais pas les enlever. On n'a pas su les enlever. Encore. Oui, le PPRE, ce n'est pas soumis à validation du médecin scolaire, c'est fait par l'équipe pédagogique qui va mettre tout de suite en place des aménagements dès qu'elle repère un problème. Le PPRE, ça a vraiment pour but de vous permettre d'avoir des aménagements dès que l'enfant a un problème. Ça vous permet de ne pas attendre et il faut le réclamer. Il faut le réclamer si rien n'est fait pour qu'il soit mis en place dès que vous voyez une difficulté pour votre enfant. C'est quelque chose qui n'a pas vocation à durer dans le temps, mais c'est quelque chose qui vous permet d'avoir des aménagements scolaires le temps que vous faites des bilans, que vous demandez des bilans.
Alors après, la MDPH, on en parlera au prochain webinaire, les bilans qui sont de moins de 2 ans, des fois c'est moins de 6 mois, donc ça dépend pourquoi ils vous les demandent, mais c'est vrai que là, on va en reparler et là, il faut pas hésiter à saisir, les associations locales qui sont souvent, pas toutes, hein, mais certains siègent dans les MDPH et s'ils vous demandent des bilans récents, c'est parce qu'ils veulent réévaluer le besoin, même si on a beau leur expliquer que, un jeune qui a 21 ans, qui a besoin de sa RQTH, bah, son bilan quand il a passé son bilan orthophoniste, il avait 15-16 ans, il vaut, hein, c'est pas la peine de repasser des bilans pour des bilans, ça change rien. Mais on en reparlera, c'est vraiment, assez pénible, surtout. L'équipe éducative est-elle obligatoire pour mettre en place un PAP? Oui, c'est l'équipe éducative qui met en place le PAP. Équipe éducative, ça veut dire que les parents sont dans cette équipe, hein. Donc, le PAP ne peut pas être mis en place sans vous. C'est une décision collective. Le PPRE, c'est l'équipe pédagogique, donc ce sont les enseignants. Le PAP, c'est l'équipe éducative. Il y a les parents, il y a les professionnels de santé dedans. Il n'y a pas les AVS, puisque les AVS, c'est le PPS, c'est la notification qui est faite par la CDAPH. Il n'y a pas l'enseignant référent, puisque là aussi, il rentre après notification de la MDPH pour le PPS, mais pour le PAP, c'est l'équipe éducative. Un PAP ne peut pas être mis en place sans vous. Alors, n'oubliez pas, vous êtes les premiers éducateurs de votre enfant et votre rôle est essentiel. Vous êtes un acteur à part entière. La haute autorité le dit, référez-vous à ces recommandations. Il faut que ça soit votre livre de chevet presque pour que vous soyez aguerri par rapport aux personnes que vous avez en face de vous. Alors, par rapport aux enseignants réticents à changer leur pratique, c'est vrai que nous, on fait un vœu que les enseignants puissent être formés. Certains se forment, passent le KPI à l'INSHA. Enfin, il y a vraiment des enseignants qui se mettent, sont de très, très bonne volonté. Il faut tout le temps expliquer, chaque année, c'est la même histoire. C'est un peu fatigant. Mais bon, il faut leur donner leur chance, mais ça arrive. C'est vraiment au bon vouloir et c'est vrai que quand on rentre pas en guerre, avec les enseignants, ça c'est pas très, très bon. Il faut arriver à les persuader qu'il faut qu'ils mettent en place, des aménagements allégés, enfin la liste que je vous ai donnée qui est très, très simple, hein, tout enseignant sait le faire, hein. Réduire les devoirs, réduire, les questions lors d'un examen, enfin bref, tout ça, le b.a-ba, ils peuvent le faire. Après, qu'ils ne sachent pas apprendre à lire à un enfant, bah, c'est pratiquement normal puisqu'il y a besoin de l'orthophoniste pour, le faire. Mais au moins qu'ils ne soient pas dans la maltraitance quoi, en gros, hein. Pour le PAP refusé par un médecin scolaire, ça, il faut nous saisir. Vous écrivez à la boîte contact@ff10.fr. C'est un vrai sujet, le manque de médecins et puis le refus, de faire un PAP alors qu'il y a des besoins d'adaptation qui sont faits par, l'établissement. Ça arrive souvent dans les écoles privées qui font beaucoup de choses, sauf qu'au moment des aménagements aux examens, pas de PAP, pas d'aménagement aux examens. Très difficile à obtenir parce qu'ils vont vous redemander des bilans pour justifier la demande. Alors on a beaucoup dit AESH, Nicole, c'est l'abréviation des auxiliaires de vie en fait, hein. C'est l'aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap, hein. Il y a une question sur le CESAD. Le CESAD, c'est une notification de la CDAPH. Donc, vous allez la voir dans le prochain webinaire. On va vous parler des orientations CESAD. C'est des prises en charge qui sont faites dans ce cadre-là et c'est uniquement sur notification MDPH. Je voudrais rajouter quelque chose. Quand vous avez un enseignant qui refuse de faire des aménagements, allez voir aussi les associations de parents d'élèves de l'établissement qui peuvent peut-être vous conseiller, vous mettre en lien avec un autre enseignant du même établissement scolaire qui, lui, comprend l'importance des aménagements.
Et lui peut quelquefois servir de médiateur dans la conversation que vous aurez, parce que comme Nathalie l'a dit, quand on se met en porte-à-faux par rapport à l'enseignant, bah, c'est l'élève qui trinque. Donc, ça peut être aussi une piste d'aller trouver un autre enseignant qui est bien au fait des aménagements qu'il faut faire et qui peut arriver à convaincre peut-être plus facilement que vous l'enseignant qui peut se montrer récalcitrant. Alors, effectivement, le monde professionnel, on a peu évoqué, hein, on a mis un pied dans le monde professionnel à travers le permis, hein, qui ouvre droit. C'est vrai que ça, c'est un webinaire à part entière, hein, c'est 3/4 d'heure de plus, on va dire. Il y a une ressource sur le site de la fédération, c'est comment accompagner dans l'emploi. Mais c'est vrai que c'est le sujet qu'on abordera à travers pas mal d'entreprises la semaine prochaine, puisque ce sera la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Mais dans le monde d'emploi, effectivement, ça ne s'arrête pas à l'école. Les difficultés sont également dans le monde de l'emploi. Voilà, n'hésitez pas à nous saisir à la boîte contact @ff10 pour tous les soucis. Je regarde. Non, le médecin scolaire ne valide pas le PPRE. Est-ce que tu as tout regardé, Nicole? Bah, je crois qu'on a fait le tour et puis il y a aussi des questions qui ont trouvé leur réponse directement dans les discussions. Oui, alors le médecin scolaire, ce n'est pas le psychologue scolaire, hein. Le médecin, c'est un médecin, le psychologue, c'est un professionnel de santé. Voilà, professionnel de soins, c'est l'ergothérapeute, l'orthophoniste, le médecin. Les professionnels de santé, enfin le psychologue scolaire n'est pas... Il fait des QI, psychologue scolaire. Il ne doit voir votre enfant que sur votre autorisation. Il n'a pas le droit de le faire dans votre dos. Et surtout, rappelez-vous bien, tous les professionnels doivent suivre les recommandations de la haute autorité de santé. Assurez-vous de ça. Oui, le médecin scolaire devient une denrée rare. Donc, c'est pour ça que saisissez-nous quand vous avez des difficultés pour qu'on voie sur le département et puis surtout faire remonter au ministère. Il est hors de question que les jeunes se retrouvent sans aide. Il y a des enseignants qui apportent ces aides pédagogiques sans avoir les fameux plans ou projets personnalisés. Mais comme je vous dis, au moment des examens, ça va être très, très difficile de demander quelque chose qui a été fait tout le long de l'année, mais qui n'avait pas été protocolisé, en fait, dans le cas. Alors, une petite question à la fin que je vois, CDAPH égale MDPH. Alors, la MDPH, c'est la maison départementale de la personne handicapée. Et dans cette maison départementale, vous avez vous avez l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation et vous avez la CDAPH. La CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie de la personne handicapée. C'est elle qui prend la décision, c'est elle qui envoie les notifications. Et dans la CDAPH, ça vous sera certainement expliqué la prochaine fois, il y a des représentants des associations. Moi, j'ai siégé à la CDAPH du Rhône pendant 12 ans. Alors, pour le permis, il y a beaucoup de parents, je connais beaucoup de parents qui n'osent pas que leur enfant passe le permis. Le code de la route, par exemple les dyspraxiques, hein, qui ont le code de la route 9 fois sur 10 très facilement, ils sont pas dyslexiques en plus. Mais leur problème, c'est d'arriver à analyser une situation et que leur pied freine au bon moment. Donc ils adaptent leur conduite, hein, ils sont très prudents. Moi, je dirais que c'est pas des mauvais conducteurs, ils sont plus lents effectivement, donc ils n'auront pas forcément des accidents, hein. Moi, je trouve dommage de leur priver leur chance d'avoir le permis. C'est un débat, hein, moi je veux pas dire,
c'est comme ci, c'est comme ça. Mais c'est comme les personnes qui vieillissent. Hein. On va couper le micro. Alors, Qui vieillissent, enfin voilà, à un moment donné. Je voulais aussi, enfin, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être couper son micro, peut-être. Ça y est, je l'ai repéré. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, on entend souvent répondre par les enseignants, maintenant ils sont tous 10. C'est un peu naturel d'entendre ça, parce que les 10 sont mieux diagnostiqués. Les 10, c'est quand même plus avec le TDAH, c'est un minimum 10% de la population. Ça veut dire qu'il y a minimum, dans une classe de 30 élèves, il y en a au moins 3. Hein. Donc, effectivement, ça en fait beaucoup parce qu'ils sont repérés et mieux diagnostiqués. Mais il ne faut pas confondre aussi les 10 avec des élèves qui ont d'autres troubles ou qui peuvent simplement avoir des retards dans les apprentissages. Et les aménagements ne sont pas les mêmes à mettre en place. Quelqu'un qui a un retard dans un apprentissage, on va le mettre en PPRE et ça va se combler. Ou si ça ne se comble pas, ben on va demander des bilans pour savoir s'il n'y a pas autre chose. Mais tous les élèves ne sont pas 10. Et puis, en plus, une autre question que j'ai vue, l'ordinateur ne se met en place qu'après évaluation en ergothérapie. Eh bien, Nathalie vous l'a dit, l'orthophoniste peut aussi demander la mise en place d'un ordinateur. Pour un élève qui est dyslexique, une reconnaissance vocale, une dictée vocale peut être intéressante. Donc, il ne faut pas uniquement dire qu'il faut un bilan d'ergothérapie. Effectivement, ça peut être, pour certains, particulièrement pour les dyspraxiques, l'ergothérapeute qui va initier la mise en place de l'ordinateur, mais l'orthophoniste peut aussi initier cette mise en place en fonction des besoins de l'enfant. C'est vraiment répondre à des besoins de l'enfant par du matériel pédagogique qui va être adapté. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Il y a des questions sur les aménagements, les fautes d'orthographe. Ça, on y répondra au mois de décembre. Mais effectivement, c'est une grande bataille, tout ça. Les fautes d'orthographe. Ça peut être marqué dans le PAP qu'il ne faut pas pénaliser les fautes d'orthographe. Et dans le PPS aussi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On va vous remercier. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des difficultés problématiques. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous.